Bonjour mes chers amis, regardez Rabbi Yosef, on va essayer de parler du conflit entre Yehuda et Yosef. Écoutez bien, c'est un principe énorme. Donc d'abord, Parashat Vaïgash, on explique que Yehuda, il voit que Yosef, il veut prendre en prisonnier Benjamin, Binyamin. Donc qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il se met en opposition à Yosef. Et vous voyez ici une opposition qui est entre Yehuda et Yosef, entre Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Et c'est une opposition énorme. Quelle est l'opposition? On voit même dans Parashat Vaïshev que Yaakov, il a préféré étudier avec Yosef. Pourquoi il préfère étudier avec Yosef Hatzadik? Qu'est-ce qu'il lui trouve à Yosef qu'il ne trouve pas chez ses autres frères, chez ses autres fils? Et également, pourquoi les frères de Yosef, ils veulent tuer Yosef? Parce qu'il a parlé, parce qu'il a fait un rêve contre eux, parce qu'il a essayé, parce qu'il les prend un peu de haut. C'est bizarre. Bon, alors tu lui fais une punition, mais tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas le mettre dans un puits pour le mettre en danger de mort et qu'après il se fasse vendre en Égypte. C'est quand même très très bizarre. Et même à la fin, quand on voit qu'ils se reconnaissent les uns les autres, que Yosef il se dévoile à ses frères, on voit qu'il va pas, Yosef il ne cherche pas, les frères ne cherchent pas à demander pardon. Il n'y a pas de pardon. On a l'impression que ce conflit-là, il ne disparaît pas. Il existe de génération en génération et il se perpétue même aujourd'hui. Alors je vais vous dire de quoi il s'agit. On en a parlé il y a plusieurs années. Regardez, Noach, vous savez que Noé, il avait 3 enfants, Shem, Ham et Yéfet. Et après le déluge, Noé devait avoir, d'après le projet divin, initial, il aurait dû avoir un 4e fils. Quel est ce 4e fils? Il aurait dû s'appeler comment? Regardez, quand vous regardez Shem, Yéfet et Ham, ça fait Shiach. Donc comment aurait dû s'appeler le 4e fils que devait avoir Noé? Il aurait dû s'appeler Noach, il aurait dû s'appeler comment? Moi, Shiach. Il aurait dû s'appeler par un nom pour faire Mashiach qui commence par un Mem. En réalité, le 4e fils de Noach aurait dû être Moshe Rabbeinu. Et donc, c'était d'après le projet divin initial, le peuple juif aurait dû descendre de Moshe Rabbeinu, le 4e fils de Noé, qui devait naître après le déluge, et qui devait être l'origine du peuple juif. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu aurait dû s'appeler non pas Moshe Rabbeinu, mais Moshe Avinu. On aurait dû l'appeler Moshe notre père, et pas Moshe notre Rav. Donc on voit ici que Moshe Rabbeinu, il aurait dû être, d'après le projet divin, le précurseur du peuple juif. C'est-à-dire que c'est lui qui aurait dû engendrer toute la descendance du peuple juif. On aurait dû l'appeler Moshe Avinu. Mais qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Si imaginez que ce serait passé comme ça, comme c'était prévu à l'origine. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est que le peuple juif aurait, parce que Moshe Rabbeinu, il a une personnalité complètement thoraïque. Vous savez, quand je dis ça, que Moshe il a une personnalité thoraïque, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, dans son essence, il est complètement Torah. Et si le peuple juif avait transmis la Torah par l'ADN, par la descendance, si on avait reçu de Moshe Rabbeinu, on aurait pris Moshe Rabbeinu comme notre patriarche, comme notre père, on aurait reçu la Torah par nos gènes, alors on n'aurait pas pu toucher un cheveu d'un juif. On serait maintenant 700 millions. Hitler n'aurait pas pu toucher un cheveu d'un juif par la puissance et la protection de la Torah, parce que ce qui protège le plus le peuple juif, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ce qui protège le plus le peuple juif, c'est la Torah. Et si on avait reçu la Torah d'une façon génétique, c'est-à-dire que ça n'aurait pas été un libre arbitre, la Torah, aujourd'hui la Torah, à Yosef, aujourd'hui la Torah, c'est pas un libre, c'est un libre arbitre, c'est un choix. On peut décider d'étudier la Torah, on peut décider de ne pas étudier la Torah. Si on était né avec des gènes de Torah, c'est-à-dire qu'on aurait reçu la Torah dans nos gènes par le fait que notre père aurait été Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas pu être aussi fragile qu'on l'est aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu finalement n'est pas né. Pourquoi il n'est pas né? Parce que Ham, le fils de Noach, a demandé à son fils, qui s'appelle Kenan, le petit-fils de Noach, de castrer Noach. C'est-à-dire que Kenan, il est venu, comme ça Rachid l'explique, c'est une Mara qui le dit, il a castré Noach. Et donc, pourquoi? Pour ne pas diviser la planète en 4 parties. Il a décidé, Ham, de ne pas donner la possibilité à Noach de faire un 4e enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Noach a eu que 3 enfants. La possibilité d'avoir 4 enfants, elle a été abolie. Maintenant, écoutez bien, Rabbi Yosef, il faut bien comprendre ce principe-là. Maintenant, on a un problème énorme. Le projet divin a été perturbé. Moshe aurait dû donner le peuple juif. Moshe ne peut pas naître à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien comprendre que si Moshe ne peut pas naître, le peuple juif doit descendre de quelqu'un d'autre. De qui peut descendre? Alors le Akadosh Baruch Hu, il se trouve devant un dilemme. Qui va donner le peuple juif? Est-ce que ça va être Ham, Yéfet, Shem? On ne sait pas. Ham, il est un peu trop sauvage. Yéfet, il est un peu trop dans l'esthète.
Donc qu'est-ce qui reste? Shem. Donc le peuple juif va descendre de Shem. Et donc le peuple juif, à l'origine, Avraham, Isaac et Yaakov, sont des descendants de Shem, on appelle ça des Shémites. C'est quoi des Shémites? C'est des descendants de Shem. Rabbi Yosef, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'en réalité, ici, il faut comprendre un principe énorme. C'est-à-dire que nous tous, on est tous des Shémites. D'où l'origine anti-Shémite. Vous voyez? Mais on est tous des Shémites. Et donc, Avraham, c'est un Shémite, Yitzhak, c'est un Shémite, Yaakov, c'est un Shémite. Et puis tout d'un coup, tous les enfants de Yosef, de Yaakov, sont des Shémites. Puis tout d'un coup, on se retrouve devant une Neshama très spéciale qu'on appelle Yosef. Et le Harizal explique que Yosef, il avait une Neshama spéciale. C'était pas un vrai Shémite. Même s'il descendait de Yaakov, il avait quelque chose de spécial dans sa Neshama. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Rabbi Yosef, vous savez pourquoi il avait quelque chose de spécial? D'après le Zohar, on explique qu'en réalité, Yosef aurait dû venir de Léa. Et finalement, de Léa, on a transmis. Yosef est devenu Dina. Et Yosef est passé chez Rachel. Donc il y a eu une transformation génétique, une manipulation génétique très kabbalistique, transcendantale, qui a fait que Yosef, il est devenu un être spécial. Et quand Yaakov, écoutez bien, quand Yaakov il s'est mis à étudier avec Yosef, c'est parce qu'il a senti une Neshama très spéciale. C'était la première Neshama depuis la création du monde, qui est une Neshama de Torah. Ce que devait donner Moshe Rabbeinu, à l'origine, finalement, ça a été transmis à Yosef, qui lui-même l'a transmis après à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire maintenant, dans le peuple juif, on a, depuis la naissance de Yosef, un conflit énorme entre les Shémites et les Toraïques. Yosef, il symbolise les Toraïques, et les frères de Yosef représentent les Shémites. Et là, il y a un conflit énorme entre, si vous voulez, le pouvoir de Torah et le pouvoir du peuple juif, le leadership dans le peuple juif. Vous voyez un peu ce qu'il voulait entre les rabbins, les rabbinim et les institutions. Vous voyez, entre les gens qui dirigent, les leaders du peuple juif, qui sont plutôt des gens des gens de classe, des Shémites. Le problème de Shem, c'est que Shem, il n'est pas complètement pur. C'est-à-dire Shem, le fait que, si on était venu de Moshe Rabbeinu, il n'y aurait pas eu d'assimilation. Parce que Moshe Rabbeinu, il transmettait par ses gènes la Torah. Mais du fait qu'on descend de Shem, donc Shem, il a des côtés positifs, c'est les bonnes midot. C'est les midot de Shem. Avraham, c'est le Baal Chesed, Yitzhak, la Gvura, Yaakov, le Emet. Oui, mais en réalité, les Shémites, c'est aussi des gens qui sont des gens classe. Des gens bien propres sur soi. Vous voyez, les Toraïques, c'est des gens qui ont une grande barbe, ils vont ramasser de l'argent, ils se baladent un peu dans Paris, dans New York. C'est des gens qui vivent un peu en dehors du monde. Ils vivent dans la Torah. Les Toraïques, ils vivent dans la Torah. Et les Shémites, quelque part, ils ont un peu honte des Toraïques. Quelque part. Ils ont un peu honte que dans le peuple, le problème, c'est que sans les Toraïques, le peuple juif ne peut pas subsister. C'est ça le grand problème qui existe aujourd'hui en Israël. C'est que sans la Torah, si on essaie de faire un peuple comme les autres, on ne va pas y arriver. Parce que ce qui donne la spécificité, la gdusha, la sainteté du peuple juif, c'est le fait qu'il y ait une Torah d'Israël qui est là-bas. Mais la Torah d'Israël, a priori, c'est la discussion qui existe depuis la création de l'État d'Israël. À quoi ils servent? Quel est le but de tous ces gens qui étudient la Torah? Ils ne font pas l'armée, ils ne travaillent pas. À quoi ils servent? Rabbi Yosef, je veux dire, oui, c'est très simple. C'est que sans eux, il n'y a pas de peuple juif. On ne peut pas tenir un peuple uniquement par des institutions. On est obligé de faire tenir le peuple par la puissance de la Torah. Bon, on continuera la prochaine fois. À bientôt.